Cyril Melka, sans divan. Alors, bonjour, ou plutôt bonsoir, et bienvenue à ce dernier webinaire de la saison que j'ai intitulé Croire en demain, du nom de ma série de livres. En fin de compte, ce webinaire n'était pas prévu. C'est parce qu'une cliente m'avait envoyé un mail avec certaines questions. Et ces questions, en fin de compte, c'est des questions auxquelles je n'ai pas vraiment pensé, même quand j'ai écrit ma trilogie. Et puis j'ai demandé à ma femme, j'ai demandé conseil à ma femme, je demande régulièrement conseil à ma femme parce qu'elle est très intelligente. Elle est là à côté, elle fait oui de la tête, donc j'ai raison de dire ce que je viens de dire. Et je lui ai dit, tiens, en fin de compte, je n'ai pas pensé à répondre à ces questions, mais si je dois lui répondre, ça va prendre je ne sais pas combien de mails. Et là, elle me dit, ben écoute, tu n'as qu'à en faire un webinaire. Maintenant, faire un webinaire sur moi, ça me paraît un petit peu exagéré. Mais non, elle me dit, tu n'as qu'à, en fin de compte, apprendre ces techniques aux gens, de façon à ce que toi, ce qui t'a mis 30 ans à comprendre, eh ben, en fin de compte, ça va leur mettre beaucoup moins de temps et puis ça va pouvoir aider beaucoup de gens. Et c'est comme ça que ce webinaire est donc né. Donc ce que je vais commencer par faire, ça va être de prendre les questions qui m'ont été posées et y répondre personnellement. Et puis après reprendre ces mêmes questions de façon plus générale en expliquant les techniques psychologiques que vous pouvez utiliser pour avancer, pour vous libérer de ces certaines choses, ou alors pour éventuellement aider quelqu'un d'autre qui est dans une situation, dans ce genre de situation. La première question qui m'a été posée, c'était « Mais comment est-ce que vous avez fait pour ne pas vous laisser pourrir par la haine et la colère ?» Cette cliente savait parfaitement, même si elle n'avait pas lu ma trilogie, que j'avais eu une enfance et une jeunesse relativement compliquées. Maintenant, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'était donc très compliqué. Je vais expliquer quelques petites situations. Et c'est un fait que lorsque l'on est, comme beaucoup d'entre nous, on a été élevé par un ou des parents plus ou moins sociopathes ou plus ou moins narcissiques, c'est un fait qu'il peut y avoir un sentiment de colère et de haine envers beaucoup de personnes. Et c'est exact, je l'ai ressenti également. Entre autres, je me souviens avoir beaucoup haï ma mère. Alors il faut savoir que j'ai été retiré de ma mère lorsque j'avais aux environs de 4 ans pour cause de maltraitance, je crois qu'on dit en français. Ma mère n'était pas elle était maltraitante physiquement, bien entendu. Par exemple, si je tombais, elle me relevait puis elle me mettait une claque pour m'apprendre à ne pas tomber. Mais c'était beaucoup plus psychologique. Par exemple, quand j'avais ces 2-3 ans, elle s'amusait à me cacher ses mains dans son kimono. Elle avait un kimono, robe de chambre un peu genre kimono avec des manches très 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 larges. Et donc elle cachait ses mains dans les bras du kimono. Et puis elle me disait, regarde Cyril, tu vois, tu as été tellement méchant avec maman que maman elle n'a plus de mains. J'ai perdu mes mains, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Alors moi, bien entendu, j'étais terrorisé, et puis elle faisait réapparaître ses mains, et elle m'expliquait comme j'étais bête. Enfin, c'était un petit peu ce genre de choses. Ce qui fait qu'après un certain temps, et donc d'autres maltraitances, j'ai été enlevé de chez ma mère, et j'ai donc vécu chez ma grand-mère maternelle, à partir de l'âge de 4-5 ans, jusqu'à l'âge d'environ 8 ou 9 ans. Mais donc, après ça, ma mère m'a repris une année scolaire. Donc, lorsque j'étais en CM2, c'est la photo, en fin de compte, que vous pouvez voir ici. C'était une classe de CE2, CM1, et c'est là que je suis entré, et je suis passé donc après en CM2.
À cette époque, c'est vrai qu'elle trouvait de telles subtilités psychologiques, comme essayer de m'obliger à aller à l'école avec un écriteau, etc. Enfin, plein de trucs relativement évolués. Il faut dire qu'elle était infirmière psychiatrique à l'époque et qu'elle étudiait pour devenir psychanalyste. J'en étais arrivé vraiment à la haïr à un moment donné. C'était vraiment une haine très intense. Et c'est vrai que comme j'avais aussi beaucoup de problèmes avec mes camarades de classe parce que j'étais relativement différent des autres et donc relativement harcelé, etc. Il se passait plein de trucs où je me faisais casser la figure à la récré. Enfin bref, il y avait plein de trucs relativement difficiles. Ce qui faisait qu'il y avait en fin de compte non seulement ma mère que je haïssais, mais aussi certains de mes camarades et même beaucoup de mes camarades. Et mon idée c'était de les tuer tous, de les faire disparaître, etc. Mais je me rendais bien compte en fin de compte que c'était pas possible à faire. Je pouvais rien faire contre ma mère et contre le pouvoir que ma mère avait sur moi, et je pouvais rien faire contre le pouvoir de mes camarades puisqu'ils étaient toujours en bande de toute façon. Donc j'étais relativement sans défense. Tout ça, ça restait dans le domaine de la fantaisie. Et ce qui a fait que je me suis rendu compte, en fin de compte, que cette haine, elle ne servait pas à grand-chose. Je ne pouvais pas l'utiliser. Je ne pouvais pas l'exprimer. Je ne pouvais pas la déchaîner. Ça n'aurait rien fait, ça n'aurait rien donné, ça n'aurait pas donné de résultat. Et donc, à la place, je l'ai utilisé pour me faire une carapace, pour me protéger de ces attaques. Un peu du genre en disant, bon, ben, c'est vrai qu'il ne m'aime pas, mais un tel et un tel, il n'est pas trop intelligent non plus, ou celui-ci ou celui-là, de toute façon, ce qu'il peut dire, ça ne me fait rien. Donc, je me suis fait ce système de défense plutôt que d'utiliser cette haine qui, en fin de compte, était très intense, utilisait beaucoup d'énergie et était inutile parce que je ne pouvais pas l'utiliser à quoi que ce soit pour survivre. En fin de compte, elle ne m'aidait pas à survivre, cette haine. Pour ce qui est de la distance, parce qu'après, cette haine, ça s'est transformé plutôt en colère envers ma mère. Et je me souviens qu'à un moment donné, j'étais en thérapie parce que j'habitais le Danemark et je devais, et pour devenir psychanalyste, il fallait que je passe une thérapie, même si j'en avais pas trop envie. Et à cette période, je me souviens que ma grand-mère maternelle, chez qui j'ai habité, donc, m'avait annoncé que, attention, ta mère, elle est en train de tout faire pour que Marjorie, ma petite sœur ou ma demi-sœur, puisse hériter de tout et que toi, tu es rien, etc., etc. Et moi, à l'époque, j'étais à des millions de m'inquiéter pour ce genre de trucs, et d'ailleurs, je le suis toujours. Et je me souviens que j'avais eu à un moment donné un rêve où je m'étais imaginé un petit peu aérien, un petit peu au-dessus, et puis en dessous, je voyais ma mère qui était en train de se déchaîner pour me couper mon héritage, pour s'inquiéter de tous ces petits trucs et de ce que disent les autres, de ce que font les autres, d'essayer d'avoir le pouvoir sur un tel, d'essayer d'avoir... Et en fin de compte, j'ai eu pitié d'elle. Je me souviens parfaitement que dans ce rêve, j'avais une énorme pitié pour elle en me disant, la pauvre, elle est toujours inquiétée à ce genre de trucs, elle est toujours occupée à ce genre de choses, quand en fin de compte, ça ne sert à rien. Et ça a été un tournant pour moi à cette époque, en me rendant compte que non seulement cette haine ou cette colère ou ce que vous voulez, c'était beaucoup d'énergie qui était utilisée, et qui était utilisée pour quoi? Ça ne m'apportait rien. Et si vraiment elle veut s'inquiéter, si elle veut me déshériter, mais qu'elle le fasse. Si elle veut ceci, qu'elle le fasse. Et je crois que ça a été une des bases de ma philosophie par la suite, et de choses que j'utilise, entre autres en thérapie, où il m'arrive de poser aux clients la question, ok, un tel et un tel dit ceci de vous, ou dit cela de vous, ou vous faites... Et alors? Mais qu'est-ce que ça peut bien vous foutre? Laissez couler, laissez-le s'occuper de ce genre de trucs. Passez outre, avancez. Ne laissez pas ce genre de choses vous bloquer, ou vous diriger, ou vous contrôler. Parce que dans ce cas-là, vous leur donnez un pouvoir sur vous. Et c'est donc ça que j'ai compris à cette époque. Et c'est sûrement ça qui m'a empêché
de haïr tout le monde ou de continuer à avoir cette colère ou cette haine ou ce que vous voulez envers les personnes qui m'ont fait du mal, que ce soit ma famille, que ce soit des pseudo-amis ou des personnes que je ne connaissais pas. Deuxième question que cette personne m'a posée, qui également était intéressante, et c'était, mais qu'est-ce qui vous pousse à aider les autres? Pourquoi est-ce que vous aidez les autres, en fin de compte? Parce que c'est vrai qu'en fin de compte, j'ai suffisamment à m'occuper pour moi-même. La psychologie n'était pas, si j'ai étudié la psychologie, c'est quelque chose qui m'intéressait. C'était pas pour me sortir de quoi que ce soit, c'était pas pour aller mieux, et c'était pas pour aider les autres. Ça a été tout à fait un hasard. Si vous avez suivi un de mes webinaires sur la kleptomanie, je crois, je raconte comment je suis entré dans le domaine. Et juste pour faire court, j'avais une dizaine d'années. À l'époque, j'habitais donc chez mon père, parce que donc ma mère m'avait reprise à ma grand-mère quand j'avais 8 ou 9 ans. Et donc j'ai passé une année scolaire chez ma mère où j'ai été relativement maltraité. Et donc je suis parti chez mon père qui me paraissait beaucoup plus sympa et il s'est avéré qu'en fin de compte c'était un très mauvais calcul parce qu'il était encore pire, mais ça je ne le savais pas à ce moment-là. Et donc à cette époque, mon père avait un magasin à Rosny 2, c'était un centre commercial, ça venait de sortir, c'était tout nouveau Rosny 2. Et donc ça se terminait très tard le soir. Donc j'avais 9 ans, je rentrais à l'école, de l'école tout seul. Mes parents, enfin mon père et puis sa deuxième femme arrivaient à la maison aux environs de 22h, 23h30 le week-end, le samedi. Et donc il fallait que j'ai nettoyé la maison, que j'ai mangé, que j'ai fait mes devoirs, que je sois dans mon lit et en train de dormir. Et puis généralement quand je partais à l'école le matin, je faisais mon petit déjeuner, c'était en fin de compte un verre d'eau chaude avec un sac de thé. Donc je partais à l'école, donc je ne voyais pas mon père à cette époque-là, je ne les voyais pas vraiment. Quand je partais à l'école, ils dormaient toujours, et puis quand je rentrais, ils n'étaient pas là. Et donc un soir, il y avait eu un film de Hitchcock qui s'appelle Pas de printemps pour Marnie, où c'était justement l'affaire d'une kleptomane. Et là, Sean Connery, qui joue le rôle principal, utilise des méthodes psychologiques pour découvrir la raison de la kleptomanie de Marnie, justement. Et je me souviens qu'après avoir vu ce film, je me suis dit, bon, ok, c'est ça que je veux faire. Et c'est donc comme ça que je me suis mis à la psychologie. C'était donc plutôt ce travail de détective qui m'intéressait, de sonder l'intérieur, etc. Je trouvais ça fascinant. Et c'est pour ça que donc à l'âge de 9-10 ans, j'ai commencé à m'intéresser pour ce genre de trucs. Ce qui m'a poussé à aider les autres, ça a plutôt été encore une fois le hasard. Le hasard de... le hasard de parler avec certaines personnes, plus tard par exemple, qui m'ont dit bah tiens Cyril, un jour tu as dit ça, et ça m'a aidé à avancer, ça m'a donné un coup de pouce dans la bonne direction, c'est grâce à toi, etc. Et à cette époque, j'étais toujours relativement jeune, déjà je ne m'imaginais pas que je pouvais avoir cet impact. Et des fois, c'était même des gens dont je ne me souvenais plus vraiment. Je me suis dit, tiens, c'est quand même marrant que je peux faire ce genre de choses. Et donc, j'ai commencé à travailler un petit peu plus dessus en me disant, si je peux aider les autres, pourquoi pas. Et je crois qu'une des raisons également très importantes, ça a été que en fin de compte, j'ai été beaucoup seul parce que personne ne m'a jamais aidé étant petit, étant jeune, etc. J'ai été livré à moi-même et je n'ai eu que très peu de personnes qui m'ont aidé au courant de ma vie. Et donc, j'ai le plus souvent été tout seul avec mes propres problèmes, ce qui fait que je sais ce que ça veut dire que d'être seul avec des problèmes et ce qui fait que j'ai peut-être une tendance à aider un petit peu instinctivement parce que, quelque part, moi j'en ai chié et je ne vois pas pourquoi les autres devraient en chier autant, en fin de compte. Et donc, de cette façon, j'ai commencé à aider les gens, mais ça a été plutôt par hasard. Ça a pas été, c'était pas un appel, c'était pas un principe, c'était pas quelque chose que je voulais faire. J'y suis arrivé petit à petit, un petit peu juste comme ça.
Autre question, c'est comment faites-vous pour ne pas vous dire que la personne à qui vous proposez de l'aide, elle vous aidera possiblement pas. En gros, c'est vrai qu'on aide les gens et puis on n'a pas toujours des retours positifs, des choses qui nous aident. Enfin, ces personnes-là ne nous aideront probablement pas, le plus probablement pas. Comment est-ce qu'on peut faire ça ou comment est-ce que j'ai pu faire ça tout en sachant parfaitement que je n'aurai pas de retour ou que je n'aurai rien en retour, en fin de compte. En fin de compte, c'est relativement simple parce que la plupart du temps, lors de mon enfance, lors de mon adolescence et puis même au début de mon âge adulte, j'ai jamais rien eu en règle générale. C'est-à-dire que même mes anniversaires s'étaient oubliés ou s'étaient passés à la trappe. J'étais toujours celui qui était oublié ou qui était mis de côté, enfin bref. Donc je n'ai jamais eu de retour, je n'ai jamais rien reçu pour les choses que j'ai faites en fin de compte. Et donc je n'ai jamais pris l'habitude ou je n'ai jamais pensé à ok, si je fais ceci ou si je fais cela, je vais avoir telle ou telle récompense ou telle chose. Parce que même quand je faisais des bonnes choses, il n'y avait pas de récompense. C'était aussi simple que ça. Par exemple, je me souviens quand j'étais entré au collège, mon CM2 s'est très très mal passé. Et j'étais toujours l'avant-dernier de la classe. Le maître, enfin le directeur qui nous faisait classe me tapait dessus constamment. Je me suis cassé la gueule à la récré. Enfin bref, c'était assez horrible et j'avais même contemplé de me suicider à l'époque. On habitait au 8e étage, place de la Gare, à Neuilly-sur-Marne. Et j'avais vraiment pensé me balancer du 8e étage. J'avais 9 ans à l'époque. Et je pense que j'ai eu tout simplement peur parce que voir en bas 8 étages, ça fait quand même long. Ce qui fait que je ne l'ai pas fait. Ça, vous vous en doutez puisque je suis là. Donc, c'était vraiment assez extrême. Et je me souviens que quand j'avais démarré au collège, en 6e, on avait donc eu une interro d'histoire. Et là, j'avais eu 20 sur 20. Et c'était le premier 20 sur 20 que j'avais eu depuis des années, en fin de compte. Et donc, j'étais rentré très, très fier à la maison et je l'avais montré à mon père qui, à l'époque, il ne travaillait pas encore à Rogny 2, il travaillait à Neuilly-sur-Marne. Donc, il fermait la boutique aux environs de 19h30 et il était à la maison vers 20h. Et donc, je lui ai montré ma composition d'histoire. Et tiens, regarde, papa, j'ai eu 20 sur 20. Et bon, il regarde, 20 sur 20, ok, c'est pas mal. Et puis, mais qu'est-ce que c'est que cette écriture? Mais t'as vu, t'as une tâche là. Et puis, petit à petit, il a commencé à m'engueuler. Et il s'excitait, le plus il parlait, le plus il se mettait en colère. Ça, c'était une méthode qu'il utilisait beaucoup, c'est-à-dire qu'il s'excitait lui-même, il se mettait en colère lui-même. Et donc, ça allait de pire en pire, quoi. Donc, il a fini par froisser cette composition, me la balancer à la tronche, en me disant que si lui, il avait été le professeur, il m'aurait mis un 0 parce que c'est tout ce que ça valait. Donc, en règle générale, je ne recevais pas beaucoup de motivation, je ne recevais pas beaucoup d'amour, d'attention, positif, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et j'étais bien obligé de faire avec, parce que ça ne sert à rien, m'étais-je dit, en fin de compte, de pleurer sur ce qu'on n'a pas, parce que ça ne me le donnait pas. Quoi que je fasse quelque chose de bien ou pas, le résultat était le même. Donc je n'ai jamais... en fin de compte, je ne me suis jamais dit, je m'attends à quelque chose de positif si je fais quelque chose de positif. Je fais donc quelque chose de positif ou de bien parce que j'ai envie de le faire ou parce que je trouve que c'est juste, mais pas pour avoir quelque chose en retour, tout simplement. Donc, que les gens me payent en retour ou pas, je m'en fous, en gros. Donc ça, il est vrai que quand j'avais aux environs de 4-5 ans jusqu'à l'âge de 8 ans, je vivais donc chez ma grand-mère. Et que là, j'ai quand même eu des expériences positives. Mais il y avait ce grand-père maternel qui était gendarme, alcoolique et violent, et qui frappait dur.
Je me souviens, à un moment donné, j'avais fait de la bicyclette là où c'était interdit. Il m'avait foutu une raclée, il m'avait fait saigner du nez, saigner des lèvres, enfin bref. Il m'avait tabassé comme s'il avait tabassé un mec qui l'avait arrêté, quoi, en gros. Et d'ailleurs, mon oncle, Christian, donc le petit dernier de la famille, leur fils, qui est celui que vous pouvez voir sur la photo, il a 11 ans de moins que moi, de plus que moi, pardon. Et je me souviens qu'il avait arrêté son père à un moment donné parce qu'il me tabassait vraiment comme un crétin. Et puis du coup, mon grand-père maternel s'est retourné sur lui et il lui a foutu une rouste relativement incroyable, à coups de poing, à coups de trique, enfin bref, c'était assez violent. Mais ça mis à part, j'avais donc ma grand-mère qui était relativement protective et qui donc m'a donné quelques bons souvenirs qui sont les seuls bons souvenirs que j'ai de mon enfance. Donc en règle générale, la question de recevoir quelque chose, faire quelque chose de bien ou s'attendre à recevoir quelque chose de positif, non, je m'y attendais plus. Je crois qu'à partir de l'âge de 11-12 ans, je m'attendais à rien de positif, de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Bon, tout le monde s'intéresse à quelqu'un d'autre que moi, et c'est comme ça, et puis c'est tout, quoi. Je pouvais pas y faire grand-chose. Autre question qui m'a été posée, est-ce que c'est parce que quelqu'un vous a aidé, vous, sous forme de don, que cette question ne s'est pas posée, si elle ne s'est pas posée? Non, personne ne m'a aidé spécialement sous forme de don. Alors, le long de ma vie, bien entendu, il y a eu des personnes qui m'ont aidé, il y a eu des personnes qui m'ont écrasé, un petit peu comme tout le monde. Sur ce côté-là, je ne suis pas différent de n'importe qui d'autre. On rencontre toujours sur notre chemin des gens qui nous aident et d'autres qui nous font des croche-pieds, et c'est tout simplement comme ça. Donc ça, non. Et cette question, je ne vais pas la retraiter par la suite. Et donc, dernière question, en fait, tout simplement, comment est-ce que vous faites pour faire confiance ou avoir foi en votre prochain? En gros, comment est-ce qu'on peut faire confiance aux autres avec tout ça? Et ça, je crois que ça a été une de mes philosophies ou une de mes façons de penser. Je crois que j'ai été un bon garçon, j'avais un bon fond, je l'ai sûrement toujours d'ailleurs. Et j'avais une tendance à faire confiance à tout le monde et à être ouvert sur tout le monde et à espérer le meilleur de tout le monde. Donc en fin de compte, moi j'ai toujours eu confiance en tout le monde. Je me suis fait rétamer d'un coup après les autres. Ça s'est très mal passé, donc, comme je vous l'ai donc dit, au travers enfance, adolescence, c'est ce que vous voulez. Mais il n'empêchait pas que moi, j'avais soif d'être aimé, j'avais soif d'être quelqu'un d'intéressant, quelqu'un qu'on aime bien, quelqu'un qu'on aide, quelqu'un qu'on trouve sympa, enfin bref. Et donc, ce qui fait que je faisais confiance à tout le monde. Et ça a plutôt été dans l'autre sens où les choses se sont passées, c'est-à-dire qu'avec l'âge, j'ai appris à mettre des limites. Ça a été dans l'autre sens. Je fais confiance à tout le monde, mais je mets des limites. En disant, bon, là, il y a une limite à ne pas déplacer, et là, il y a une chose à ne pas faire, et là, il y a des choses que je n'apprécie pas et que je n'accepte pas. Donc, ça a été un peu plus tard, et je crois que la naissance de mon premier enfant a aussi été un tournant au fait où j'avais donc une responsabilité pour quelqu'un d'autre que moi, en plus. Donc là, il était très important que je mette certaines limites, non seulement pour moi, mais pour ma famille, pour mes enfants, etc. Ce qui fait que, donc, vers l'âge de 25-26 ans, j'ai vraiment commencé à mettre des limites beaucoup plus précises sur beaucoup de choses. Ça a été... Oui, il s'est passé d'autres choses dont je ne vous parle pas, parce que sans ça, on va y passer la soirée. Et puis, donc, si j'ai écrit une trilogie, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc ça, c'est en gros les points importants pour répondre à ces questions. Maintenant, si on prend une personne qui n'a pas eu ma vie, qui n'a pas eu mon évolution, et qui voudrait bien comprendre certaines de ces choses sans y passer 26 ou 30 ans, comme j'en ai passé. Parce que si j'avais eu quelqu'un pour m'expliquer ce genre de truc, j'aurais sûrement économisé beaucoup de temps, beaucoup de douleur, et j'aurais pas fait beaucoup de mal. Parce que, bien entendu, moi aussi, j'ai fait du mal, ne serait-ce qu'en défense ou en espérant évoluer, en espérant que les choses se passent bien. J'ai bien entendu également fait beaucoup de conneries. Donc, comment éviter ce genre de choses? Alors, on va prendre ces mêmes questions, mais de façon un petit peu plus générale. C'est-à-dire, comment
lorsqu'on a eu une enfance vraiment pourrie, avec des parents totalement ou sociopathes ou narcissiques ou ce que vous voulez, qui vous ont pourri la vie, ou votre enfance, et même votre adolescence, comment ne pas se laisser pourrir par la haine et par la colère? Et là, je pense qu'il est très important de penser à la survie, à sa survie à soi, à se dire, en fin de compte, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte de haïr papa, maman, mon petit frère, ma grande sœur, enfin bref, les gens qui me font du mal. C'est vrai que ça peut être un réflexe de colère, etc. Et dans ce cas-là, je pense qu'il est important de se dire, enfin, je me souviens qu'une des choses que je m'étais dite, c'est la meilleure façon de les mettre à mal, c'est de réussir. Tout le monde me disait que de toute façon, je ferais rien de bon, bref, vous connaissez sûrement le discours. Et je crois que la meilleure façon de leur clouer le bec, c'est de réussir. Et je ne peux pas réussir si j'utilise toute mon énergie à la haine, à la colère, à penser au passé, à penser à tout ce qu'ils m'ont fait, à penser à... etc., etc., etc. Je crois qu'il est important de mettre ces choses de côté, de dire, bon, c'est ce qui s'est passé, c'est vrai, c'est con, c'est vrai, ça fait mal, c'est vrai, c'est pas juste, c'est vrai, c'est tout ce que vous voulez, mais ça sert à rien de tourner là-dedans, de tourner autour de ça, etc., etc. Je ne peux pas écrire le nouveau chapitre de ma vie tant que je suis en train de relire le dernier. Donc, il est temps de faire le pas et de se dire, je vais les laisser derrière moi, et je vais les laisser parler, et moi, je vais continuer mon chemin. C'est une technique que j'ai également utilisée justement en reparlant des sectes, que lorsque je travaillais contre les sectes, donc j'étais régulièrement dans les journaux, enfin au Danemark, j'étais régulièrement dans les journaux, à la télé, enfin bref. En tout cas, j'étais dans les journaux environ une fois par semaine, plus ou moins. Et bien entendu, après chaque interview ou après chaque article, etc., dépendamment de la secte sur laquelle je parlais, je m'en prenais plein la tronche après. Il y avait toujours un porte-parole de la secte qui allait dire des trucs sur moi, qui écrivait que j'étais ceci, que j'étais cela, ou que j'étais pas ceci, ou que j'étais pas cela, enfin bref. Il m'est même arrivé que certains de mes patients me contactent en me disant « Écoute Cyril, tu as vu ce qu'il y a dans tel et tel journal, ce qu'ils disent sur toi, mais c'est vrai ça ?» Donc je disais « Bah non, c'est pas vrai, bien entendu. » Et j'avais comme principe, que j'ai toujours d'ailleurs, de ne jamais répondre à une seule de ces accusations. Généralement, ces accusations, c'est du pipeau, c'est ou un mensonge ou une vérité qui est détournée. Et je partais du principe qui était, moi je continue mon travail. Mon travail c'était de l'information, je restais sur les faits, je restais sur les côtés scientifiques, je n'allais pas plus loin que ça. Les gens qui ont un certain niveau d'intelligence peuvent voir que entre ce que Cyril Malka fait et dit et ce que les gens disent de Cyril Malka, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ces gens-là ne seront pas influencés par ce qui est dit. Les autres, ceux qui prennent parti pour les sectes, ceux qui partent sur les théories conspirationnistes ou sur les conneries, de toute façon, quoi que je dise ou quoi que je fasse, ça ne les fera pas changer d'avis. Croyez-moi, j'ai 30 ans d'expérience au moins dans la matière, que si quelqu'un ne vous aime pas, si quelqu'un est vraiment dans cette optique-là, il n'y a rien de ce que vous pouvez faire, rien de ce que vous pouvez dire qui ne le fera bouger. Pourquoi donc utiliser votre énergie à ça? Utilisez votre énergie à travailler, à avancer, trouver vos buts et continuer. Donc, c'était la méthode que j'ai utilisée à l'époque tout simplement pour survivre, parce qu'avec le harcèlement que je subissais à l'école, le harcèlement que je subissais à la maison, si je m'étalais là-dessus, je ne serais pas là aujourd'hui, tout simplement. Donc, il m'a fallu mettre tout ça de côté, mettre tout ça derrière moi et me dire, tant pis, je vais avancer, je vais me faire une carapace, et puis voilà, elles viennent que pour un. Et je pense que c'est la seule possibilité que l'on a pour pouvoir avancer et contrer
ce genre de choses. Sans ça, vous allez tourner en rond. Vous tournez en rond dans un truc qui est passé, dans un truc qui ne vous aidera pas, à avancer, qui ne vous fera pas de bien. Enfin, c'est une perte de temps. Une perte de temps, une perte d'énergie. Et c'est leur donner beaucoup trop de pouvoir sur vous. Laissez tomber. Comment ne pas se dire que la personne à qui on propose de l'aide, elle ne vous aidera possiblement pas? En gros, comment pouvoir aider quelqu'un tout en se disant parfaitement que si c'était moi dans la même position, cette personne-là, elle ne bougera pas un doigt. C'est vrai, ça aussi, ça m'a pris pas mal de temps à comprendre, mais en fin de compte, il y a une évidence. Et je crois que quand on a compris cette évidence, ça aide beaucoup. Et l'évidence, c'est que c'est comme ça. C'est-à-dire que les gens, les autres, ils ont leurs problèmes aussi. Et ils n'ont pas toujours le temps, ils n'ont pas toujours la possibilité, ils n'ont pas toujours l'énergie, ils ont d'autres priorités. Et au moment où vous avez des problèmes, il se peut parfaitement qu'ils n'aient pas envie de vous aider, qu'ils ne peuvent pas vous aider, qu'ils aient peur de vous aider, qu'ils aient d'autres problèmes qui prennent beaucoup plus leur temps, des problèmes avec leur famille, des problèmes qui les touchent plus, des problèmes de maladie, enfin bref, il peut y avoir une foule de choses qui font que les autres n'ont pas le temps pour vous. Personnellement, c'était simple, personne n'avait jamais le temps pour moi, donc je me suis vite fait une raison. Mais en fin de compte, si on y réfléchit bien, c'est souvent comme ça. Tout le monde est un petit peu dans sa petite bulle, on a tous nos problèmes, on a tous les choses qui nous taquinent, on a tous des choses à faire, et ce sont ces choses-là qui ont leur priorité. Même si autant... c'est vrai, j'aide beaucoup les gens et j'adore aider les gens et c'est vraiment pas un problème. Mais si y a un problème à la maison, si ma femme est malade ou je sais pas, s'il y a quelque chose comme ça, ça sera ma première priorité. Et puis un point, c'est tout. Et c'est comme ça pour tout le monde. Il n'y a pas de honte, il n'y a rien de... Bon, c'est comme ça. Vous avez des gens donc, qui ont leurs propres problèmes et qui ne vont donc pas avoir le surplus émotionnel ou le savoir nécessaire pour pouvoir vous aider. Et puis, il peut aussi y avoir des gens qui tout simplement sont comme ça, sont plutôt des gens qui ont envie de prendre et qui n'ont pas envie de donner. Et c'est comme ça, le monde est rempli de gens différents et vous êtes obligé de l'accepter. Ça ne sert à rien de dire le monde devrait être différemment, les gens devraient être comme ci et comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça. Donc, tout cela vous aide à placer les gens, votre environnement, pourra-t-on dire, dans votre monde. Vous savez qu'un tel et un tel, c'est un copain avec qui vous pouvez aller boire un verre, vous amuser et aller danser, mais qu'en cas de problème, vous ne pouvez pas compter sur lui, et puis c'est tout. Donc vous placez les gens comme ça dans votre environnement, vous savez où ils sont, et puis c'est tout. Souvenez-vous que, comme on peut dire, le monde, il est plein de monstres au visage amicaux et d'anges qui sont parsemés de cicatrices. On ne peut pas se baser sur l'apparence physique, sur l'amitié, sur ceci ou sur cela. Les gens évoluent, les gens changent, il peuvent se passer plein de choses dans leur monde. Les gens ne sont pas toujours ce qu'on croit, et c'est comme ça. Dernière question. En fait, tout simplement, comment faire pour faire confiance ou avoir foi en son prochain, en gros. Là, je vais encore parler de ma femme. Elle est là sur l'image, c'est une vieille photo. C'est une vieille photo. Elle travaillait à cette époque. C'est une anecdote dont j'ai déjà parlé. Mais donc, au cas où vous n'avez pas entendu le webinaire en question, à cette époque, Britt, donc ma femme, elle travaillait dans un grand supermarché qui s'appelle Irma. C'était une chaîne de supermarchés. Enfin, elle existe toujours, mais elle n'est plus aussi grande. C'était une grande chaîne de supermarchés danoise. Et comme vous le savez sûrement vous-même, il y a des jours, je ne sais pas, moi, je me souviens à l'époque, quand je conduisais beaucoup, il y avait des jours où on avait un petit peu l'impression que tout le monde conduisait comme un pied. On se disait, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Puis tout d'un coup, on réagissait, ah bah oui, c'est vendredi, donc ils sont tous, ou c'est les vacances, ou c'est ceci, ou c'est cela. Il y a des jours où, et aussi quand on est dans le commerce, si vous êtes dans le commerce, vous le savez aussi, il y a des jours où les clients sont plus compliqués que d'autres, il y a des jours qui se passent bien, des jours qui sont horribles, enfin bref.
Et donc, elle était dans une boutique à Rådhuspladsen, la place de la mairie à Copenhague. Et c'est un très grand Irma, un très grand supermarché. Et puis, donc un jour, elle va vers une collègue et puis elle lui dit « Oh la vache, mais je ne sais pas ce qu'ils ont bouffé aujourd'hui les clients, mais ils sont tout simplement impossibles, quoi. Je veux dire, l'un est plus con que l'autre. Tout simplement, ils sont insupportables. » Et sa collègue lui répond « Tiens, c'est vachement marrant ce que tu dis parce que moi, je viens juste de me dire qu'aujourd'hui, tous les clients que j'ai rencontrés, c'était super sympa. » Et donc, ces deux dames étaient dans exactement la même boutique, au même endroit, à quelques mètres de différence, donc il y a de fortes chances qu'elles aient rencontré exactement les mêmes clients. On est donc bien d'accord. Et c'est là où on se dit, mais le monde réagit aussi souvent à la façon dont on le voit. Et quand on est aussi un petit peu, enfin, j'aime bien utiliser cette analogie, il arrive des jours que le matin, quand on se réveille, on met des lunettes. Voilà. Et puis, il y a des fois où on met des lunettes, les verres, ils sont un petit peu genre vert fumé, un peu genre marron clair, vous voyez. Ce qui fait que tout ce qu'on va voir cette journée, ça va être marron clair, c'est avoir la couleur de merde, en gros. Et tout ce qui va se passer, on va trouver que c'est de la merde. On va se dire, c'est une journée insupportable. Je ne veux pas dire qu'il peut y avoir des cas où il y a des choses, où il y a des journées plus difficiles, où il y a plus de problèmes que d'autres. Non. Mais à partir du moment où, après avoir rencontré un ou deux problèmes, par exemple, on se met dans une optique négative, on va plus facilement remarquer les côtés négatifs que les côtés positifs. Et c'est tout simplement dans cette optique que je suis, c'est-à-dire que je pense qu'il est important également de ne pas se mettre dans une optique ni positive ni négative. Rester rationnel. Il y a des gens sympas, il y a des gens cons, il y a des gens sympas qui ont des mauvaises journées, donc qui peuvent paraître très cons, il y a des gens cons qui peuvent avoir une bonne journée, qui peuvent paraître très sympas, il y a des gens qui vous sourient, d'autres qui ne le font pas. Il est important de ne pas avoir d'illusions sur le monde. Vous voyez le monde tel qu'il est, avec ses côtés positifs, ses côtés négatifs, et puis ses côtés neutres. La plupart des choses qui vous arrivent le long d'une journée, en fin de compte, c'est relativement neutre. C'est ni positif ni négatif. Après, si vous n'avez pas d'illusion, vous n'aurez aucune désillusion. Donc, n'ayez pas d'illusion sur le monde. Le monde ne devrait pas être un jardin d'Éden, blablabla, blablabla. Et le monde n'est pas non plus quelque chose de totalement pourri, négatif, etc. Les gens, ça ne veut rien dire, les gens. Les gens peuvent être des gens positifs, les gens sont des gens négatifs. Les gens, ça dépend de ce que vous voulez mettre dans l'expression « les gens ». Il n'y a pas d'expression, il n'y a pas de « les gens ». Vous êtes les gens. Si vous trouvez que c'est une journée pourrie, eh bien rendez-la positive. Soyez le genre de personne que vous voudriez rencontrer. Soyez le genre de personne qui va donner une journée positive à quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que cela devrait toujours aller dans l'autre sens ? Soyez celui qui sourit. Soyez celui qui soit heureux. Ça ne veut pas dire que vous l'êtes nécessairement. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de problème. Tout le monde en a. Mais ça ne sert à rien, encore une fois, de vivre dans cette espèce de halo imaginatif que le monde devrait être une danse sur les roses, que les choses devraient être bien, bonnes, etc. Donc je pense qu'il est très important que l'on reste rationnel, que l'on soit rationnel. Si on reste dans la rationalité, vous évitez pas mal de problèmes, pas mal de désagréments et surtout vous évitez de tourner en rond. Et je crois que ça, c'est la chose surtout la plus importante, plutôt que de tourner en rond dans le passé ou dans certains déboires ou dans certains problèmes. Eh bien, restez rationnel, comprenez que le monde est comme il est, acceptez-le parce que vous n'avez pas le choix, et puis tirez-en tout simplement le meilleur. Pour finir, donc, si ça vous intéresse, donc ce qui a été à la base de ces questions, c'était de lire le 4e de couverture à l'époque de ma trilogie, qui est donc Croire en demain. Boule de Flipper, c'est le premier. Descente aux enfers, le second. Et Horizon, c'est le 3e. Et donc, vous pouvez les trouver sur ma page internet, malka.fr, où ils sont en vente en version PDF. Mais sans ça, vous allez sur amazon.fr. Et puis là, vous trouvez Croire en demain, Cyril Malka, et vous pouvez les trouver.
C'est peut-être quelque chose qui pourra peut-être vous aider, vous donner des idées, vous donner un coup de pouce dans la bonne direction, et puis dans ce cas-là, c'est toujours ça. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, c'était tout pour cette saison. Je vous dis merci de m'avoir suivi pendant tous ces webinaires. Je vais arrêter aujourd'hui donc pour la saison 2020-2021. Je reprends aux environs de la mi-septembre où je recommence les webinaires. Si vous vous enregistrez sur mes sites, vous serez averti quand ils redémarrent. Dans l'entretemps, je vais vous souhaiter un bel été, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne fin de semaine. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir. Cyril Malka, sans divan. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.